Bien, bonsoir à tous. Je vous promets, je ne serai pas long. La journée a été dense. J'ai pris quelques notes et que je voudrais mélanger à quelques réflexions. Donc je voudrais partager avec vous pour terminer, mais rapidement. Je voudrais quand même commencer par remercier tous les intervenants de cette très belle journée qui sont venus partager avec nous leurs connaissances, leur expérience, leurs pratiques. C'est absolument indispensable d'avoir ce dialogue et l'UNPS permet cela. L'UNPS, chaque année, permet ces rencontres entre des disciplines différentes. On a parlé ce matin chiffres, certains ont pu questionner l'intérêt des chiffres, je crois qu'il est indiscutable. Maintenant, les chiffres ne disent pas tous, ne peuvent pas tout dire, il ne faut pas non plus leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. Mais ça n'est pas suffisant, évidemment. On a eu la chance cette année d'avoir un éclairage historique tout à fait passionnant, un peu frustrant d'ailleurs, que vous n'ayez pas eu plus de temps et qu'on n'ait pas eu plus de temps pour les échanges, mais voilà, il faut laisser la parole à tout le monde. Et puis des perspectives de terrain tout à fait indispensables, venant à la fois des institutionnels et des associations. Et puis tout ce qui s'est dit l'an dernier, les années passées, et tout ce qui se dira encore les années à venir. Donc merci pour tout cela, et merci aux organisateurs de l'UNPS, tous évidemment bénévoles, qui se réunissent tous les jeudis soirs en visio pour faire ce programme, convaincre les gens de venir, organiser tout ça, c'est pas simple, donc merci beaucoup à eux et bravo pour cette journée. Cette journée qui a été finalement à l'image, je pense, de l'UNPS, c'est-à-dire dans sa variété, dans sa diversité, auquel on était très attachés, dans sa complémentarité, évidemment, et aussi dans sa complexité. On a parlé, c'est Sandrine tout à l'heure qui a parlé de FALC. Oh, ces acronymes. FALC. Alors c'est bien effectivement de faciliter la compréhension, la lecture. Évidemment, il faut être accessible au plus grand nombre. Il ne faut pas aussi non plus que ce soit au détriment de la complexité, de la difficulté, de l'effort intellectuel. On parle de quelque chose qui est complexe, le suicide. Il faut faire l'effort de comprendre, il faut faire l'effort de lire, il faut faire l'effort de comprendre des gens qui parlent d'autres langues, entre guillemets, parce qu'ils viennent de disciplines différentes. C'est pas simple, c'est pas facile. On doit aussi faire l'effort, nous, en tant qu'experts, pour rendre les choses faciles. Mais on doit tous collectivement faire cet effort. Et comme tous les efforts, quand on a passé les premières étapes qui sont douloureuses, eh bien c'est aussi un bien-être pour nous. On parlait de santé. L'effort intellectuel est aussi quelque chose qui va vers la santé et le bien-être. Tout comme quand on va courir, les premières fois, ça fait mal aux jambes. Et ensuite, on ne peut plus s'en passer. Alors, il ne faut pas entrer non plus dans l'addiction. Mais enfin, voilà, je fais la promotion ici de l'effort intellectuel. Je voudrais partager donc avec vous quelques réflexions plus ou moins récentes et puis qui vont dans le sens de certaines choses qui ont été dites. Nous vivons une période où il y a beaucoup de points d'inquiétude sur la prévention du suicide et sur le suicide. On a commencé tout à l'heure ce matin avec les chiffres. Vous l'avez vu, on est dans une période de stabilité des chiffres après une longue période de plus de 30 ans de baisse du suicide. Est-ce que ce plateau va être temporaire et puis la baisse va reprendre? On n'en sait rien. Évidemment, c'est aussi difficile de prédire le suicide au niveau collectif que c'est difficile de prédire le suicide au niveau individuel quand on est face à quelqu'un de suicidaire. De nombreuses études l'ont montré, certains m'ont entendu déjà parler de ça. Et alors, comment va évoluer le suicide? Évidemment, on ne sait pas. Ceci dit, comme ça a été montré, le plateau persiste. On a pu penser au départ que c'était le changement du certificat médical. Là, maintenant, le certificat médical, à 90%, il est changé. Pourtant, cette stabilité persiste, ce plateau persiste. Vous avez vu qu'en Europe, dans d'autres pays, il a déjà commencé à augmenter. Alors évidemment, on avait une alerte il y a très longtemps aux États-Unis. Bon, je dis toujours, les États-Unis, c'est différent. Oui, alors ça fait plus de 10 ans qu'ils augmentent. Oui, mais en Espagne aussi, on l'a vu. En Grande-Bretagne aussi. En Allemagne aussi. Ça commence à faire beaucoup, c'est plus aussi loin. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous aussi on va être touchés par cela? Vigilance, et puis ce gros point d'interrogation sur les jeunes, on a assez parlé. Attention, ne pas attribuer tout au Covid, parce que quand on est allé rechercher un petit peu, que ce soit pour les idées suicidaires et tentatives de suicide et peut-être le suicide, eh bien en fait, tout ça, ça a commencé avant, au moins depuis 2010 ou 2015. Donc depuis une dizaine d'années, en fait, il y a des signes
au niveau du suicide, de la prévention du suicide, des signes de fragilité chez les jeunes femmes, mais pas que, aussi chez les jeunes hommes. Il y a un certain nombre d'autres points d'inquiétude, évidemment, que vous connaissez. Le premier, c'est la situation économique et politique en France et dans le monde. Alors, on n'est pas dans une crise économique, mais enfin, la situation économique n'est pas flamboyante. Or, on sait que les crises économiques ont été, dans l'histoire, associées à une augmentation des suicides. On a vu quelques chiffres historiques. La crise de 29 a été associée à une augmentation des suicides. 1970, c'est notre dernière grande augmentation des suicides. Alors 2008, il y a eu une crise économique et il y a eu un plateau. Ça ne s'est pas exprimé par une augmentation des suicides. Et ce que la science a montré, c'est que s'il n'y a pas eu d'augmentation dans certains pays, dont la France, c'est peut-être parce qu'on avait une protection sociale qui a permis d'empêcher cette augmentation. Or, actuellement, on le voit bien, depuis quelques années, les gouvernements successifs, d'ailleurs de gauche comme de droite, ont commencé à attaquer cette protection sociale. Protection sociale au sens très large. Et ça, c'est embêtant. Il y a un rapport d'Emmaüs qui vient de sortir. Le logement est à un niveau très problématique. Et il semblerait que le gouvernement ait un petit peu arrêté d'essayer d'agir là-dessus. Les mal logés sont en nombre faramineux. La pauvreté augmente en France. Je pense personnellement que le début de la baisse du suicide dans les années 80 est lié à une politique active de lutte contre la pauvreté. Alors, ça n'explique pas les 30 ans de baisse, mais peut-être le tout début dans les années 80. Or, la pauvreté actuellement augmente à nouveau. Le ministère des Finances a souligné que les inégalités sociales en France, socio-économiques en France, avaient augmenté. Ce n'est pas qu'aux États-Unis, ce n'est pas que dans certains pays du monde. C'est aussi en France, chiffre tout à fait officiel. On rentre aussi dans une période d'austérité budgétaire très très importante qui va impacter le social, la santé, la recherche, l'enseignement, tout ce qui compte pour la prévention du suicide et d'autres. Et puis on a un président orange aux États-Unis qui est absolument effrayant, qui est terriblement effrayant, mais qui, contrairement à la première présidence, sera probablement terriblement efficace, selon ses propres critères, et on va en subir les conséquences. C'est associé, je vais faire un petit discours un peu politique, mais quand même à un libéralisme économique effréné, qui est source de souffrance et d'inégalité sociale, et puis donc à une attaque de notre système de protection sociale pour des raisons totalement idéologique, qui favorise l'élite. On a montré que l'élite économique, elle n'a pas de problème de santé. Elle n'a pas de problème, en tout cas, d'accès aux soins. Elle n'a pas de problème avec tout ça, évidemment. Il y a un deuxième... donc, cette situation économique et politique très, très inquiétante. Il y a aussi une attaque des fonctionnaires. Ça en fait partie. Moi, je suis fonctionnaire. Alors, quand on n'arrête pas de dire que les fonctionnaires, c'est pas utile, il y en a trop, etc., ça me questionne. Les fonctionnaires, c'est nous, c'est beaucoup d'entre nous, c'est l'administration qui fait fonctionner le pays. Ce sont les médecins, ce sont les infirmiers, ce sont les soignants, ce sont les chercheurs, ce sont les enseignants, etc., etc., ce sont les travailleurs sociaux. Donc, c'est beaucoup de monde qui permettent le vivre ensemble. Et ça aussi, c'est attaqué par les politiques actuelles. Le vivre ensemble est vraiment en difficulté actuellement. On vit dans un moment d'éloge de la virilité, vous avez vu Zuckerberg, une espèce de masculinisme totalement toxique. On croyait qu'il y avait déjà quelque chose qui était entrepris là pour dépasser ça. Il y a une stigmatisation terrible des minorités, mais effective. Vous avez vu les nouvelles des États-Unis, c'est quand même incroyable. On a interdit au CDC, qui est Santé publique américain, Santé publique France américain, de parler des transgenres. Il faut nettoyer tout. Il faut empêcher. Il n'y a plus de recherche là-dessus. Bon, le CDC a entrepris déjà, certains membres du CDC ont entrepris une résistance et continueront à travailler sur le sujet. Il y a une remise en cause, je pense, du rôle des femmes dans la société, alors qu'on était dans un moment plutôt favorable, avec une lutte contre les violences sexuelles et sexistes, qui sont encore évidemment trop nombreuses, mais enfin, ça allait dans le bon sens.
Et il y a quand même un rôle des femmes qui est remis en cause dans certaines visions idéologiques. Il y a un repli sur soi, il y a une peur des autres, il y a une peur de l'immigré, qui est responsable de tout, hein, je vous rappelle. Il y a une attaque contre les corps intermédiaires aux États-Unis, mais ça a commencé en France il y a déjà très longtemps, les syndicats, les associations, et ça c'est très très problématique. Il y a une attaque de la science, et j'en passe. Pour moi, on n'est pas loin du fascisme, enfin en tout cas le fascisme est à nos portes. Le fascisme, c'est l'inverse de ce qu'on fait, qui doit être basé sur, ça a été dit ici, la bienveillance, le lien social, l'empathie. Et puis, deux autres points, et j'en passe. On a un vrai problème d'accès aux soins qui est en train de s'installer tout doucement, que j'avais connu moi quand j'étais au Canada, il y a quelques années, qui est maintenant là. L'accès aux soins, l'organisation des soins est problématique, le financement des soins, la qualité des soins. Donc on a beaucoup parlé de la santé mentale, mais il n'y a pas de santé mentale s'il y a la maladie mentale. Il faut soigner les maladies mentales. C'est le grand facteur de risque suicidaire qui écrase tout. J'en parlais l'an dernier ici même. Alors, il n'est pas le seul, il y a d'autres choses. Ça a été largement discuté. La lutte contre l'isolement, etc. Les conditions de travail. Mais une société où les soins seraient réservés à l'élite, c'est problématique. On le voit avec les États-Unis, qui est le pays qui dépense le plus en soins et qui est le plus malade des pays riches. Parce que les soins ne vont pas à ceux qui en ont besoin. Il ne faudrait pas qu'on arrive à une société comme ça en France. Alors heureusement, il y a des points d'optimisme. Oui, il y en a quand même. D'abord, je pense qu'il y a une résistance au fascisme qui se met en place. Résistons. Deuxièmement, pour revenir sur la question de la santé mentale, il y a quand même une déstigmatisation de la santé mentale qui est en cours. Alors, on est loin du compte, ça a été dit. Mais plusieurs études montrent quand même, et notamment que ça vient des jeunes, qu'on peut parler de santé mentale ou de problèmes de santé mentale beaucoup plus facilement. Il y a une étude basée sur les données du baromètre santé qui montre que les jeunes qui ont des idées suicidaires en parlent plus facilement. Pour ceux qui connaissent, il y a le e-Journal Club que j'organise tous les mois, qui aura lieu demain en ligne, et Mathilde Husky, qui a mené cette étude, présentera cette étude. Donc il y a des arguments pour penser, enfin il y a des éléments qui nous disent qu'on va dans le bon sens collectivement pour ce qui est de la prévention du suicide. Oui, ça reste encore un tabou, mais ça reste un tabou beaucoup moins fort. Aujourd'hui, on pense quand même, dans une grande majorité, que le suicide, c'est un problème de santé mentale. Ce sont des gens qui souffrent et qui a une possibilité d'aide. Je ne vous dis pas que c'est répandu, mais en fait, on va quand même dans le bon sens, et ça, c'est une bonne nouvelle. Et un deuxième grand point, il y a d'autres grands points d'être optimiste quand même et d'avoir de l'espoir, c'est notre grande stratégie nationale de prévention du suicide. Alors là aussi, ceux qui m'ont entendu parler savent que je peux questionner l'efficacité de la stratégie. Je ne vais pas revenir là-dessus, il y a des questionnements à avoir, mais elle a au moins deux vertus. C'est qu'elle a mobilisé un grand nombre de personnes autour d'elle, et puis on en parle. Et ça, c'est déjà énorme. Alors, si déjà ça, c'est efficace, si ça change les attitudes vis-à-vis du suicide, ben, ça aura déjà été une réussite. Bon, je rajouterai quand même qu'on a déjà quand même des preuves que certains axes de cette stratégie sont efficaces. On en a parlé tout à l'heure. C'est notamment vigilance en termes de prévention des réitérations suicidaires. On ne sait pas pour le suicide, mais pour les réitérations suicidaires, ça marche. Alors restons optimistes, gardons de l'espoir. Je pense que c'est bien de faire la liste de tout ce qui ne va pas, parce qu'il vaut mieux se dire, on sait quel est notre ennemi, plutôt que comme dans le film, vous savez, don't look up, il n'y a pas de problème. Si, il y a des problèmes, et les problèmes, ils sont plutôt en train de s'aggraver pour certains, mais il y a des solutions, il faut qu'on reste unis. Il faut qu'on reste unis. Les temps de crise, ce sont des temps de reconstruction, mais si on reste unis. Il faut qu'on reste unis entre associations. Il faut qu'on travaille plus entre associations. Je pense notamment aux associations qui ont une sorte de statut de société savante, notamment le GEPS et l'UNPS. Il faut qu'on travaille plus ensemble. Je suis actuellement un petit peu à cheval sur les deux, mais je crois qu'on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on fait. Il faut que les associations tiennent le coup, parce que les subventions aux associations vont baisser. Ça ne va pas être simple.
Donc il va falloir réfléchir comment mieux travailler ensemble, peut-être fusionner pour certaines, peut-être travailler de manière plus proche, partager les tâches pour pouvoir continuer à faire nos actions. L'histoire des associations, hein, même dans la prévention du suicide, c'est des histoires de crise. J'ai la chance de coordonner actuellement un ouvrage, j'espère qu'il paraîtra cette année, sur l'histoire contemporaine de la prévention du suicide en France. Et on parle beaucoup de crises. Alors les crises, ça peut être régénératrice, ça peut être destructeur. Bon. Mais il faut qu'on reste vraiment solidaire. Et puis j'ai aimé ce qui s'est dit tout à l'heure sur ces initiatives citoyennes. Il ne faut pas tout attendre de ministère, il faut savoir travailler avec le ministère. Peut-être qu'on peut mieux travailler avec le ministère. On a quand même, au cours des derniers mois, plusieurs d'entre nous manifesté notre irritation vis-à-vis de certaines décisions qui étaient prises, alors pas sans concertation, mais avec le sentiment que notre parole n'était pas vraiment entendue ou n'était pas vraiment nécessaire. Donc on peut sûrement mieux travailler, mais aussi on doit prendre en compte ces initiatives qui viennent d'en bas, qui sont des initiatives spontanées, de gens qui sont motivés, etc., et puis les accompagner. Est-ce que tout ça va conduire, comme a chanté tout à l'heure Christina, à une métamorphose ? Est-ce que la métamorphose est nécessaire ? Est-ce qu'il faut aller jusque-là, qu'on change complètement de forme, ou un petit peu de forme ? En tout cas, je pense, pour reprendre là aussi ce que tu as chanté, qu'il y a de l'espoir. Il ne faut pas se laisser aller au pessimisme et à la mélancolie. Il y a des choses à faire. Identifions bien nos ennemis et clarifions bien nos actions et puis travaillons tous ensemble dans cette voie. Je voudrais finir sur un dernier point. Ces moments de rencontre sont indispensables. Il y aura un autre moment de rencontre cette année à Paris et je vous invite de nous rejoindre. Ce sera le 25 et 26 septembre à la Maison de la Chimie. C'est à quelques rues d'ici, un très bel endroit, pour les 55e journées du GEPS. On vous a préparé un très beau programme, alors plutôt scientifique, ce sera très complémentaire du programme d'aujourd'hui. On va faire venir des grands experts du suicide de l'étranger parce que c'est difficile pour beaucoup d'entre vous d'aller dans les conférences internationales. Donc ce sont des étrangers, mais vous aurez la traduction en même temps, hein, donc vous comprendrez tout. Et puis on va parler de beaucoup d'autres choses. La place de l'hôpital psychiatrique, on va parler des psychédéliques. Ce sont de nouveaux traitements finalement qui commencent où ils sont réétudiés. On va parler de la question de la légalisation de la fin de vie, qui est en train de prendre une autre tournure, là, un chemin un peu tortueux, mais enfin qui reste là à discuter. On va parler de l'intelligence artificielle, pour le meilleur et pour le pire, comme tout progrès. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser ? On va discuter là. Et puis, on va parler de beaucoup d'autres choses. Alors, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur le site qui s'appelle jepscongrès.com, je crois. Et puis, comme toujours, il y aura une belle liste d'ateliers de formation continue, la veille, probablement à la fac de médecine de Bicêtre. Je m'arrête là et je vous souhaite une très bonne soirée.